je vais peut-être relayer quelques questions pendant le quart d'heure qui reste. Donc, on a des questions sur justement les aspects éthiques que vous venez d'aborder. Il y en a deux notamment. Quelles sont les méthodes pour protéger les algorithmes de reconnaissance d'attaques malveillantes? Et puis, on a aussi une question peut-être un peu plus sur le même sujet. Que peut-on faire face à une utilisation non éthique de ces algorithmes dans le cadre des deepfakes, par exemple? Euh, c'est deux très bonnes questions. Alors, en fait, vous avez différentes visions. L'idée, c'est de se dire, enfin, en fait, même définir l'éthique, c'est quelque chose qui est pas simple. Et apprendre l'éthique à une machine, quelque chose qui l'est encore moins. Euh, sur les risques, alors, sur les risques d'utilisation, si je prends l'exemple des deepfakes, en fait, l'algorithme, lui, en tant qu'algorithme, on lui a appris à remplacer un visage par un autre, il remplace un visage par un autre. Il va essayer de le faire le mieux possible, parce que c'est pour ça qu'il a été entraîné. On est plutôt dans l'utilisation ensuite du deepfake par l'humain pour des intérêts politiques, économiques, etc. Donc, sur les deepfakes, comme ça, j'aurais plutôt tendance à voir une sorte de... Enfin, globalement, il faut un contrôle. Faut un contrôle par l'État ou par une autorité. La question, c'est est-ce qu'on peut contrôler l'algorithme ou est-ce qu'on contrôle l'utilisation de l'algorithme? Euh, Comme ça, mais voilà, c'est pas forcément mon sujet d'expertise. Euh, J'aurais tendance à me dire que on doit contrôler l'utilisation de l'algorithme et on doit être capable, en tout cas dans les cas qui nous semblent importants, d'auditer l'algorithme qui est utilisé. Je prends un exemple simple. Vous avez aux États-Unis, il y avait un algorithme qui était utilisé pour savoir est-ce un condamné devait être libéré ou non en fonction d'un risque de récidive. Et justement, cet algorithme il a été montré ensuite par ProPublica que cet algorithme avait un biais de discrimination envers les personnes noires. Ce qui a été fait, par exemple, il était interdit d'avoir comme variable qui était donnée à l'algorithme la couleur de peau de la personne. Donc là, il y a une sorte de régulation qui interdit d'utiliser certaines données directement dans les algorithmes. Alors, le problème de ça, c'est que si on prend l'exemple on ne met pas directement la couleur de peau, quand vous mettez beaucoup d'autres variables qui sont fortement corrélées à la couleur de peau, certes, vous ne biaisez pas directement pour qu'ils discriminent selon la couleur de peau, mais vous avez une forte chance que, in fine, le résultat, donc le choix de l'algorithme de dire est-ce qu'on le libère ou non, soit biaisé par des variables fortement corrélées à la couleur de peau. Donc, tout ça, c'est en fait, c'est vraiment hyper compliqué. Je n'aurais pas une réponse simple sur comment est-ce qu'on fait pour que des algorithmes soient éthiques. Sur l'exemple des machines autonomes, vous avez beaucoup de chercheurs qui disent qu'il faut vraiment qu'il y ait une réflexion collective. Faut qu'il y ait une transparence sur le fonctionnement des algorithmes, en sachant qu'un des problèmes, c'est que les algorithmes complexes sont très peu transparents. Dans le sens, il est difficile de se dire à la fin pourquoi est-ce que l'algorithme a fait ce choix-là plutôt qu'un autre. Et à partir du moment où on n'arrive pas trop à expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait le choix, c'est difficile de voir est-ce que ce choix était justifié et le bon ou est-ce que c'est basé sur des biais. Il ne peut pas y avoir une dimension d'explication, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer des intelligences artificielles qui peuvent aussi donner une sorte d'explication de leur décision? Si c'est alors, c'est tout le débat sur les algorithmes. C'est pour ça qu'en fait, ici, alors, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai mis les algorithmes, les prises de décision sont souvent non explicables. Elles ne le sont pas toujours.
Vous avez pas mal de chercheurs qui travaillent actuellement sur l'explicabilité des algorithmes. Vous avez des algorithmes plus basiques qui peuvent tout de même bien marcher et qui sont plus facilement interprétables. Donc, c'est des choses qui sont en recherche. Comme ça, moi, autant on pourrait essayer de comprendre, autant on n'aura pas une parfaite transparence comme on peut avoir une parfaite transparence avec un algorithme, dans le sens où il y a une suite de règles, elles sont appliquées, on regarde exactement ce qui est appliqué. Euh, mais Alors, si, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Pour le moment, on est quand même assez loin de l'explicabilité des algos. d'accord. On a pas mal d'autres questions. Donc, Thomas, ce serait idéal si vous pouviez peut-être répondre un tout petit peu plus rapidement. Donc, il y a des questions plus largement sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie que vous avez un petit peu abordé. Donc, sur la création d'emplois, quel est le rôle dans la création d'emplois non ou peu qualifiés, livreurs, chauffeurs Uber, manutentionnaires Amazon, avec quelqu'un qui suggère est-ce que l'IA va produire massivement des emplois liés aux plateformes, justement, est-ce que ça va les favoriser, et quelques emplois qualifiés dans une proportion moindre. Si on suit ce que vous nous disiez tout à l'heure, ces emplois sont plutôt menacés quand même des emplois de livreurs. Ouais, alors les emplois de livreurs, une des menaces, c'est voiture, enfin, véhicules autonomes au sens large, drones autonomes, etc. Donc, ça dépend un peu à quelle maturité on se projette, mais à terme, on peut imaginer des emplois plutôt à risque et aussi plutôt à risque finalement, si on reprend la classification ici, est-ce que ça demande de la créativité, beaucoup de manipulation et beaucoup d'intelligence sociale? Plutôt non. Donc, si on suit cette classification, ce serait plutôt à risque. Euh, Par contre, dans les emplois peu qualifiés, finalement, tout ce qui est en lien avec la santé, enfin, s'occuper directement des autres. On peut imaginer beaucoup de métiers qui demandent ce genre de caractéristiques qui ne sont pas forcément vus comme des emplois actuellement très qualifiés ou très rémunérés, qui seront moins à risque. Après, pour moi, quand on regarde ce tableau, on voit, enfin, en tout cas, si on croit aux résultats de cette étude, on voit très bien que plus la qualification est élevée, plus le risque d'automatisation est faible. Donc, même si on aura quelques métiers qui le sont moins et qui appartiennent plutôt aux métiers peu qualifiés, en moyenne, on va quand même attendre cet effet. D'accord. Alors, on a une question plus large sur le temps de travail. Est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir un impact sur le temps de travail d'une façon générale? Pourra-t-on passer à la semaine de 4 jours grâce à l'IA? Par rapport aux robots classiques, comme ça, je ne vois pas beaucoup de différence par rapport à… Parce que finalement, c'est une question qu'on aurait pu se poser avec l'arrivée des machines plus traditionnelles qui n'ont pas entraîné particulièrement, en tout cas de manière massive, de réduction du temps d'emploi. Et quand on regarde d'ailleurs, si on regarde les plus qualifiés, le nombre d'heures travaillées a plutôt tendance à augmenter. J'ai du mal à le voir massivement. En tout cas, est-ce que ce sera les… J'ai du mal à le voir massivement, en tout cas sur les jobs qualifiés. Et après, c'est une question d'impact sur les salaires. Donc, c'est plus une opinion, mais pour moi, je ne vois pas un lien forcément direct entre IA et réduction du temps de travail. En tout cas, pas plus qu'avec robotisation, automatisation et réduction du temps de travail. D'accord. Alors ensuite, on a des questions sur les décisions économiques. Donc, il y a une première question, pourrait-on à terme laisser un algorithme gérer la politique économique? Et moi, j'ai posé des questions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les décisions d'investissement et de placement financier, d'investissement en bourse. Et est-ce qu'un investisseur n'aurait pas intérêt à faire plus confiance à une intelligence artificielle qui brasse énormément d'informations plutôt qu'à un conseiller financier habituel? Ouais, alors sur la deuxième partie de la question, donc ça fait une bonne dizaine d'années que vous avez beaucoup de startups, beaucoup d'investisseurs qui ont commencé à mettre en place des choses. Donc, je pense principalement aux robots advisors qui sont alors avec plus ou moins d'intelligence artificielle dedans, mais
ont pour but de construire des portefeuilles de manière automatique ou en tout cas d'éclairer des choix d'investissement. Mais est-ce que dans ce cas, il n'y a pas des risques de mouvements spéculatifs? Parce que si toutes les intelligences artificielles fonctionnent un peu de concert en prenant les mêmes critères, ça peut engendrer des phénomènes spéculatifs. Ça peut. Ça peut engendrer, donc, au moment des flash crash, donc des très fortes variations à la baisse. Il y a toujours des discussions autour de est-ce qu'on a des machines qui sont codées de la même manière, qui s'entraînent dans un processus, dans un processus de vente. Après, est-ce que les machines seront codées très différemment? Parce qu'en fait, on pourrait dire que les humains réfléchissent aussi un peu de la même manière. Donc, en fait, le processus de décision d'un humain, est-ce qu'il est plus ou moins corrélé en gros, est-ce que si on prend l'ensemble des processus de décision des humains, est-ce qu'ils sont plus corrélés entre eux que l'ensemble des processus de décision de machines? On n'a pas d'idée particulière là-dessus. Après, si vous regardez les algos de trading haute fréquence, vous avez énormément d'investisseurs qui ont mis en place des stratégies basées sur de l'intelligence artificielle. L'impact, en tout cas pour le moment, l'impact sur l'instabilité des marchés n'a pas forcément été démontré de manière claire. D'accord. Alors, on a une question intéressante sur l'impact sur l'environnement, en fait. Donc là, en fait, la question, c'est quel est l'impact du stockage des données et de l'entraînement de ces algorithmes sur l'environnement et comment la réduire si possible. Donc, c'est plus sur la consommation de ressources. Ouais. Est-ce que c'est un sujet? Oui, c'est un sujet. C'est un vrai sujet qui commence à être discuté depuis pas si longtemps que ça dans le monde des data scientists, ingénieurs en IA, etc. Ce qui demande énormément de ressources, donc de temps de calcul et donc de ressources énergétiques, c'est principalement d'entraîner les algorithmes. Donc, c'est le moment où vous allez mettre des millions d'images dans une machine classifiée et vous allez lui demander d'apprendre à partir de ces millions d'images qu'elle doit décomposer en pixels, qu'elle doit analyser, qu'est-ce qu'est, je sais pas, un chat ou un chien. Donc, l'entraînement consomme beaucoup de ressources. Vous avez un site web dont j'ai oublié le nom ici, mais qui permet justement de calculer la consommation carbone d'un algorithme de machine learning. Donc, on a une consommation importante à l'entraînement. On aura forcément des consommations importantes aussi à l'utilisation parce que qui dit, je ne sais pas, si on prend une voiture autonome et l'ensemble des objets connectés, bah, tout ça émet, tout ça demande des ressources pour la construction. Donc, il y a un enjeu environnemental. Il n'est pas si simple à réduire parce que pour le moment, on est plutôt actuellement dans une amélioration des algorithmes aussi parce qu'on a des algorithmes de plus en plus complexes avec de plus en plus d'exemples et de plus en plus de paramètres, donc qui demandent plus de puissance de calcul, donc qui consomment davantage. Il y a une petite prise de conscience sur le fait que ce n'est pas neutre, qui est liée aussi à la prise de conscience globale de l'impact des nouvelles technologies sur l'environnement. Ensuite, il y a toujours le débat entre le matériel qui a un impact environnemental très fort. Donc, je pense à la construction de superordinateurs, à la construction de cartes graphiques et leur utilisation qui a un impact important mais moindre que la construction. Et pour le moment, en fait, c'est beaucoup traduit par des coûts. C'est-à-dire que entraîner un algorithme de machine learning, ça prend tant de ressources informatiques, tant de clusters de calcul et ça coûte tant. Une manière d'avoir un impact là-dessus, ça serait finalement d'avoir une sorte c'est une taxe carbone, mais voilà, de davantage prendre en compte dans l'utilisation de puissance informatique l'impact environnemental de la consommation d'énergie. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette session. Merci beaucoup, Thomas. C'était vraiment passionnant. Et puis, c'était aussi… moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre présentation, c'est le fait de faire vraiment la part des choses entre ce qu'on sait et puis aussi des pistes de réflexion et des réponses qu'on n'a pas encore. Et donc, merci au nom de tous les participants.
Et donc, à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne soirée à tous et toutes. Au revoir. Super, merci à vous. Au revoir.